Merci d'être ici avec nous ce matin. Généralement, quand on présente la dernière matinée d'une conférence, c'est uniquement nos proches et nos familles qui viennent nous voir, qui viennent nous écouter. Donc, j'en suis ravie de voir qu'on a une salle très pleine. Donc, pour notre session intitulée « Les innovations pour améliorer des solutions alimentaires dans le Nord », let me introduce myself to begin with. My name is Ellen Avard, and I'm director of the Nunavik Research Center. I'm based in Kuujjuaq. Little parentheses, I also finished my master's and PhD at Laval University here in Quebec City, so I'm very excited and pleased to have met up with so many of my former professors and colleagues, students here in Quebec City. Au centre de recherche, nos travaux portent surtout sur l'environnement naturel et la faune sauvage, donc tout ce qui traite à l'alimentation traditionnelle des Inuits dans le Grand Nord. Donc, on a des projets qui traitent du beluga, du phoque, morse, caribou, de l'oie et plusieurs espèces de poissons nordiques. Je suis vraiment très ravie d'être sur la scène ici aujourd'hui avec des collègues qui ont tous des projets vraiment innovantes et inspirantes à vous présenter. Et juste un petit message technique, on va changer le format un petit peu. J'ai demandé au comité organisateur et ils ont très gracieusement accepté qu'on bouleverse un petit peu le statu quo. Donc, on va présenter et par la suite de chaque présentation, on va prendre le temps de prendre une ou deux questions pour chaque présentateur avant d'enchaîner avec le prochain. Ça devrait quand même nous laisser le temps à la fin de la session pour une discussion plus large sur tous les projets. Donc, si vous me permettez, moi, je vais commencer avec une petite présentation pour mettre la table un peu, pour vous présenter quelques travaux qu'on fait chez nous au Nunavik. Ceci étant dit, je voulais remercier mes collègues Annie, Jimmy, Sophie, Christine, qui ont vraiment fait une belle introduction sur le Nord et toutes les problématiques qu'on subit de nos jours par rapport à la sécurité alimentaire. Alors, la nourriture dans le Nord canadien comprend de s'adresser à la sécurité alimentaire au Nunavik. Donc, comme vous avez déjà vu, le Nunavik, c'est la région inuit du nord du Québec, au Canada. On a une population d'environ 12 000 personnes. Et ce qui est important à retenir, c'est que c'est une population qui grandit très, très vite. La consommation de nourriture est à peu près 20% nourriture traditionnelle, donc country food, food from the land, et 80% nourriture venant des épiceries. Chez nous, en 2014, on a décidé que c'était temps de créer un working group, donc un groupe de travail sur la sécurité alimentaire. C'est un groupe qui est coordonné par la Régie régionale de santé et services sociaux du Nunavik. Et les membres, c'est des gens des organisations qui travaillent sur les dossiers de sécurité alimentaire. Donc, on passe par les regroupements des aînés, des femmes, des jeunes, toutes les instances gouvernementales et paragouvernementales, les instances de santé publique, les hôpitaux, et également les gens qui fournissent la nourriture dans le Nord. Au fil de ces 3 dernières années, on est arrivé avec 4 priorités par rapport à la sécurité alimentaire. Donc, l'accès à la nourriture traditionnelle, la promotion des saines habitudes de vie et des initiatives pour soutenir l'alimentation, l'accès à la disponibilité des aliments du marché et le soutien du développement de la production locale. Donc, pour vous en parler un petit peu plus de chaque priorité, je vais donner quelques petites précisions. Donc ici, quand on parle de l'accès à la nourriture traditionnelle, en premier lieu, on parle de la promotion des savoirs traditionnels concernant la nourriture traditionnelle, augmenter l'accès aux nourritures traditionnelles pour les femmes enceintes, les aînés et les enfants, mieux soutenir les gens qui font la récolte, donc nos chasseurs, pêcheurs, trappeurs. Il faudra aussi maintenir
et soutenir les réseaux de partage, parce que c'est un élément de culture qui est extrêmement présent encore aujourd'hui et extrêmement important au niveau culturel. Il faut également travailler fort à promouvoir la consommation de nourriture traditionnelle. Ce n'est pas tout le monde de nos jours qui a la chance et qui comprend comment ça marche. Et en tout et partout, il faudrait assurer la durabilité de tous les systèmes qui s'attardent à la nourriture traditionnelle. En fait, je vais prendre une minute juste pour vous expliquer un peu les photos du bas, si vous voyez bien. La première petite photo, c'est un mélange de baies, de petits fruits, le bleu et orange. Vous voyez, c'est l'arpic. Ici, on l'appelle la chicoutée, mélangée avec bleuet et camarine noire, donc les myrtilles et la camarine. Ensuite, on voit des moules, du poisson. Ici, je crois que c'est du Arctic char, donc l'omble chevalier. Ensuite, on voit du maktak. Donc, ça, c'est la peau de beluga, qui est un des éléments les plus prisés au Nunavik. Ensuite, on voit une belle chaudière pleine de chicoutée, d'arpic, et une image de la chasse au beluga. Alors, pour enchaîner, par rapport à la promotion des saines initiatives de vie et le soutien à l'alimentation, on veut promouvoir des choix sains. On veut promouvoir aussi et éduquer par rapport à là, je cherche mon mot, la popote. Cuisiner, comment bien manger, faire des bons choix. On veut promouvoir également la saine alimentation dans des écoles et dans les garderies pour les petits bouts de choux. On voit que les cuisines communautaires au Nunavik ont connu un très beau succès, donc on veut élargir ce réseau-là. Des banques alimentaires, c'est une considération à laquelle il faut qu'on s'attarde. Et on pense également à un programme de coupons pour la nourriture, pour l'achat. Donc ici, dans les images, vous voyez des façons de consommer la nourriture en famille, entre amis, assis à terre. Vous voyez également deux femmes qui préparent la nourriture traditionnelle. Ils préparent le poisson avec des couteaux traditionnels qui s'appellent des houlous. Et ensuite, on voit des petits-enfants qui font la pêche traditionnelle sur glace. Donc, pour ce qui concerne l'accessibilité et la disponibilité de la nourriture en magasin, plusieurs collègues y ont fait référence tout à l'heure, le coût, elle est exorbitant. Et le coût monte le plus au nord que nous, on monte. Donc, c'est surtout ça, le coût de la nourriture. Et vous voyez une image d'une bouteille de jus de fruits. Ce n'est pas du vrai jus, c'est un jus sucré qui est non seulement pas un aliment sain, mais qui est un aliment extrêmement cher. Donc, cette image a été prise à Salouit l'année passée, presque 30 $ canadiens pour un 2 litres de breuvage sucré. Donc, non seulement qu'elle coûte cher, mais elle n'est pas un bon choix quand on parle d'alimentation saine. On parle également de la simple disponibilité des aliments dans les magasins. Le transport, il est extrêmement complexe. Au Nunavik, on n'est pas relié au sud du pays par un réseau routier. On peut s'y rendre uniquement en avion. Et il y a 3 à 4 livraisons de bateaux par année, par des gros bateaux cargo. Donc, ces deux moyens de transport sont très fortement influencés par la météo. Donc, c'est chose assez commune dans un pays comme le Canada de rentrer dans l'épicerie et trouver que les étagères, elles sont vides. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faudrait pallier. Également, même si on dit on pourrait faire monter des donneries et les stocker, il y a toute cette problématique d'entreposage, d'avoir des entrepôts qui sont chauffés. Donc, des trucs qui, encore une fois, coûtent très cher à mettre sur place. Donc, comme on a déjà fait allusion, il n'y a pas spécialement beaucoup de choix quand on parle d'aliments sains sur les tablettes, ni d'aliments frais. Donc, on veut augmenter la qualité et la fraîcheur de ces aliments. Et on voudrait aussi s'attarder à la réduction de gaspillage et de spoilage, donc le dépérissement des aliments. Donc, on a toutes ces problématiques et là, on s'est dit, écoute, il y a des moyens pour s'attarder à ces questions-là. Et j'ai deux exemples à vous présenter aujourd'hui. Elles ne sont pas les seuls exemples au Nunavik, mais les deux sur lesquels on les voit le plus souvent. Donc, on a le projet de serre à Coudjouac et le projet de poulailler.
Le poulailler, c'est géré par l'Association des chasseurs-pêcheurs-trappeurs. Donc, Jimmy Johannes, que vous avez tous vu dans ces derniers jours, c'est lui qui s'occupe principalement de ce projet-là. On produit pour l'instant des œufs et elles sont vendues à 2 $ la douzaine, donc beaucoup moins cher qu'à l'épicerie. Elles sont aussi livrées gratuitement à des gens qui sont dans le besoin. Et tout le surplus, elle est donné à la maison des aînés. Le jardin communautaire, quant à elle, en fait, les serres fonctionnent comme jardin communautaire et elles sont gérées par un groupe de bénévoles à Kuujjuaq. Donc, c'est un très beau projet qui connaît beaucoup de succès et qui commence à être répliqué dans d'autres villages du Nunavik. Alors, pour conclure, quelques petits résultats. Selon nos 4 priorités qu'on a identifiées, on a travaillé très fort à développer un policy document, un document avec 11 recommandations qu'on a soumises au gouvernement fédéral pour leur expliquer c'est quoi les réalités chez nous et c'est quoi les dossiers à lesquels on voudrait qu'eux ils s'attardent pour nous aider dans l'avancement de nos projets. Également, dans les mois qui suivent, en 2017-2018, on va tenir 4 working sessions, donc des sessions de travail dans les communautés pour engager les acteurs de tous les milieux pour qu'ils viennent nous parler de leurs préoccupations, pour ensuite développer une politique alimentaire spécifique au Nunavik, comme qui ont déjà fait plusieurs des autres régions inuites au Canada. Donc, sur ça, Nakumi, merci, thank you. Et je peux prendre 1 ou 2 petites questions avant de passer au prochain présentateur, si vous voulez bien. On connaît les mauvais effets du changement climatique, mais il peut y en avoir des bons dans certains écosystèmes. Est-ce que la fonte du pergélisol, la migration d'espèces qui viennent du sud vers le nord peut représenter des opportunités bioalimentaires additionnelles pour les communautés? Je dirais oui, puis non. Pour l'instant, les gens sont plutôt préoccupés avec la migration de nouvelles espèces. On voit dans les villages le plus au sud la ligne des arbres qui monte. Dans les villages auparavant, il y avait uniquement de la toundra. On voit maintenant un couvert arbustier. Donc ça change comment la faune se comporte et donc ça préoccupe quand même les gens. On voit également la chicoutée qui auparavant était très présente dans les zones marécageuses, qui n'est plus présent là. On soupçonne que c'est à cause de la très forte insolation, le soleil qui plombe. Et donc maintenant, on trouve ces fruits surtout dans le sous-bois. Donc c'est un changement. Les gens s'adaptent, ils changent leur pratique de cueillette, mais ils sont plutôt préoccupés. On ne parle pas chez nous encore d'opportunités que les changements climatiques apportent. Bonjour, Stéphane Yakepi, Agriculture et Agroalimentaire Canada. Merci pour votre présentation. En ce qui concerne les projets de production en serre, qu'est-ce qui est produit au juste et à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse aux Inuits ou davantage à la population blanche? Parce que traditionnellement, les Inuits ne mangeaient pas, par exemple, des légumes qui étaient produits dans le sud. Merci pour votre question. À Kuujjuaq, le premier serre a été conçu il y a une vingtaine d'années pour un projet de revégétalisation au village. Et par la suite, elle a été léguée à la communauté. Et donc, c'est vraiment les Inuits, les membres de la communauté à l'époque, qui ont pris le projet en main, en charge. Et de nos jours, en fait, c'est à peu près 50-50. Donc, 50% les bénéficiaires, les Nunavimiut du village, et 50% des gens venant d'ailleurs. Et on a eu beaucoup de discussions par rapport à cette question. Et ce qui en était conclu, c'était qu'avec ce beau mélange-là, il y avait un transfert de connaissances. Et donc, c'est quand même intéressant à voir l'évolution de cette pratique-là. Donc, pour ce qui est d'autres questions, on va peut-être attendre à la fin parce que j'aimerais présenter notre prochaine présentatrice qui est Émilie
Pardon, excuse-moi, c'est Monica Caper. Émilie, on va l'entendre un petit peu plus tard. Donc, Monica has a background in environment and urban sustainability with a specialization in food security. She has experience in a variety of fields, including transportation and environmental planning. She has worked with nonprofit organizations and volunteered her time on rooftop gardens across Toronto. Monica's passions include biophilic design, urban planning, and much more. Her role as Sustainability Director with Growing North allows her to engage with Indigenous communities in Canada, work with agrotechnology, and explore renewable energy options in northern communities. So please join me in welcoming Monica to the podium. My apologies, my French isn't the best these days, so it's going to be in English. So Growing North was started by Stephanie Nieto and Benjamin Canning back in 2013, both of them coming from Ryerson's business program, and as social entrepreneurs, they wanted to address a very Canadian issue, and after conducting some research, they fell upon food insecurity in Canada's north, and from there, Growing North was established. Growing North is designed to empower Inuit individuals to increase their own standard of living and quality of life through a social investment of a geodesic greenhouse dome, education, and economic opportunities. In addition, Growing North acknowledges the issues that will continue to arise as climate change will significantly impact the communities that we work in. We ensure the long-term sustainability in our work, planning and development that meets the needs of today without compromising future generations. Northern Canada is facing a food crisis. Food insecurity is defined as a state of being without reliable access to a sufficient quality of affordable, nutritious food. If Canada were 100 people, only 8 of them would be food insecure. But if Nunavik were 100 people, 68 of them would be food insecure. Globally, Canada is recognized as a land full of prosperity, a high quality of living, and an abundance of resources. But Canadians like you and I across our country are subject to poverty, inequality, and food insecurity. Oh, there's supposed to be volume with this. Come with us to Nalyat, Nunavut, an isolated town of 1,200 Inuit Canadians located on the Arctic Circle. Temperatures average below -30 degrees Celsius, making food nearly impossible to grow. Food is 4 to 5 times more expensive in the north compared to the rest of Canada. Sorry, our volume doesn't seem to be working. To better understand this issue, we conducted a needs assessment. Through qualitative research of in-depth interviews, focus groups, and questionnaires, we discovered 3 primary concerns of the community. First, a lack of economic opportunity. 70% of the community is unemployed. Second, 4 in 5 households in Nalyat do not have access to affordable food. And thirdly, we discovered low high school graduation rates. 1 in 40 students in any given year graduate from high school. So we asked ourselves, how do we address all 3 concerns with one bold project? So we created a solution for each identified issue in partnership with our local partners and stakeholders. Growing North is not only addressing food insecurity, but other systematic issues such as unemployment and lack of educational opportunities. This solution includes using agrotechnology, an operational model, and considering the long-term sustainability in all that we do. Introducing the Green Igloo, a journey that has taken us 3 years to complete. In October 2015, in the middle of the Arctic tundra, we built the greenhouse, a greenhouse that not only addresses food insecurity, but brought together an entire community. Our technology model consists of agrotechnology, specifically vertical hydroponic towers that grow anything from kale, lettuce, tomatoes, and cucumbers, along with a geodesic greenhouse dome, as well as a hybridized energy model to run the greenhouse. So this is no ordinary greenhouse. We combine 3 different working technologies into one unit that will operate all year round, withstanding wind speeds of 180 kilometers per hour and 7 feet of direct snow. So during the summer, the greenhouse can heat itself 30 degrees warmer than external conditions.
The north-facing wall is outfitted with a reflective barrier, directing sunlight into a pool of water below, radiating the entire greenhouse. And during the winter, there's only 1 hour of sunlight per day. So we need to extend the growing season. So we ran a research program with our university's engineering program, along with international partners, that develops a hybrid green technology system that generates both heat and electricity. This was a breakthrough solution for greenhouse adoption in the Canadian North. Let's look inside. We use state-of-the-art vertical hydroponic towers, each tower standing at 5 feet tall, producing 3 times more than horizontal growing methods. Alongside vegetables, we recognize that food insecurity stretches across all sectors of food. That's why we're committed to researching and implementing methods of poultry farming within our greenhouses. Furthermore, we have the ability to incorporate aquaponics for an alternative protein option. So our operational model puts our key stakeholders right in the action, the community. We hire and train local people through a cooperative program, teaching them how to manage the greenhouse and to harvest, and then food is distributed to the market in any of 3 ways. Through a farmer's market, through the local government distribution, and then or sold directly to grocers. What we found to work great is our open doors policy for anyone in town. People can stop by and drop by the greenhouse to see what's going on in their community. This led us to create an educational program that could be implemented into the schools, where they could learn about horticulture, business, and the operations behind. Students learn the science behind the growing and understand the methods behind it. In addition, students are able to plant and grow food within the greenhouse that they could see anytime. So currently we have 2 greenhouse managers who have gone through the program and now have the skills to grow enough food to feed 613 people in the community, which is the nutritional requirement of produce for an Inuit diet. On top of that, we could sell the food at 51 to 70% price reduction per pound of food. Sorry. And this is what it means to Darren, who is a current greenhouse manager. What is from the greenhouse? So climate change has evidently been impacting the Arctic in recent years, and it's predicted that the environmental stresses will continue to get worse. The effect that it will have on country foods is less available traditional foods to harvest, hunt, and consume, which will ultimately result in higher dependence of store-bought foods that are flown into the communities. The stresses and shocks from extreme weather events on these remote communities will limit livelihood options such as country foods. Additionally, traditional foods are a key component of the local economy and food source. Inuit health and well-being potentially become compromised. So Growing North tackles climate change through community adoption. So our interventions involve the community in growing practices, sharing knowledge in horticulture, small businesses, and operations, having the community at the core and as a partner in everything that we do, and allowing them to lead the discussion to increase their skills, especially in the development planning of our goals within their community, and also developing the local food system. So by offering fresh produce within the community's reach, but also sustainably developing a resilient community with a local food supply that members can oversee. So the implications of climate change in country food is that it is becoming less of an option in the continuous supply of fly-in resources to these communities as a contributor to the release of greenhouse gas emissions into the atmosphere. We are all aware that this is not a sustainable system in place that can last, whereas by offering an alternative food source that's within the community's reach, ultimately reducing the amount of food that needs to be shipped in. So within the greenhouse we implement, we aim for these benchmarks: increasing employment locally by 5 to 7 jobs, increasing local graduation rates by 20% by offering experimental learning to supplement the current curriculum, and lastly, increase food security by 53% where we operate. So with this exposure, the Elder Council of Arviat, another Inuit community, has invited us to help reduce their level of food insecurity. And by 2019, we are set to expand to 2 other Arctic communities and Apaswapiskat, who have all invited us up to their communities to build more green igloos to solve northern food insecurity. Questions? Bonjour. I'm sorry I couldn't ask my question in English. Je vais poser ma question en français.
Alors, merci beaucoup pour vos présentations, celle de l'introduction également par la présidente de la session. J'ai été fortement épatée par votre intérêt pour la sécurité alimentaire au niveau des communautés autochtones au nord du Québec. J'ai été fortement émue par les projets de serre au nord qui ont pour objectif de changer la tendance, cette tendance de rareté ou de défi de disponibilité de l'alimentation saine au nord. Vous nous avez montré, par exemple, pour la présidente, que des fois, les prix des aliments grimpent peut-être 10 fois plus qu'ici dans les zones du sud du Canada. Cependant, j'ai une certaine inquiétude face à ces projets. Quelle est la proportion ou dans quelle mesure respectent-ils les connaissances traditionnelles ou les besoins ou les habitudes alimentaires des peuples autochtones? Pour continuer cette même question, est-ce qu'il y aurait une autre façon de promouvoir d'autres aliments qui seraient plus des aliments qui font partie de la culture autochtone? Je vous remercie. To answer your question, so we've identified what we wanted to grow through a needs assessment. So what we grow is what the community wants. So basically, they're our partners, so what they want is what we grow. And in addition to that, they grow with us. I was in Nauyat in Nunavik 2 weeks ago for the first 2 weeks of September. From my experience, so we do community kitchens. So we'll do caribou stew with things that we grow from the community greenhouse. So we mix what we grow along with traditional foods. So we aim for a balance. Bonjour. Hi, my name is Myriam Blais. I work for Plan Nord, and I was really impressed with your presentation. We are actually working on a greenhouse for Kuujjuaq, and I wanted to ask you who provided this technology, what are the costs, and what is the business model structure? I mean, you say it's a community-owned. Is it a non-profit organism that manage the greenhouse? Thank you. So we are a not-for-profit and we run on grants. So Bright Agrotech is who provides the hydroponic towers. And I can't recall who our greenhouse provider is, but I could give you that information shortly. So our business model is currently we run on grants, and as soon as 4 greenhouses are built and operational, we'll start to generate revenue. So right now it's the community that oversees the greenhouse, and we share that knowledge on horticulture, and that's how it's overseen and overrun throughout the entire year. Good morning. My name is Audia Barnett. I'm with the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture. Congratulations on your project. Very, very exciting. I have several questions, but most burning is, do you find or have you been tracking the level of interest in the young people in the community in agribusiness, in being entrepreneurs, in even branching out and looking at opportunities in engineering, for example, through the technologies that you have introduced to the community? Thank you. We have had interest from the children, so I would be at the greenhouse and school would finish around 3:45 and I would have children come visit me in the greenhouse and we'd plant together. They'd ask so many questions in addition. So as I mentioned before, we have an educational program, so teachers would bring in their class into the greenhouse, and then we'd go in and we'd do PowerPoints on plants and growing methods. As for more of the technical stuff like engineering and the environmental side, we haven't gotten to that level yet, and we haven't really had students express interest on that technical level just yet, as we are just trying to share agriculture and horticulture, as it is very, very new for many people of the community.
Thank you very much for a really exciting presentation. We're going to swing right into another really innovative greenhouse project. So first let me present Émilie Mann. Émilie is the coordinator of the Nunavik Community Greenhouse in the Northwest Territories. Her work focuses on education, community outreach, membership coordination, plant orders, and local food sales. She keeps the plants happy and healthy and organizes vegetable harvests for markets and the greenhouse's Vegetable Box Share program. Émilie recently completed her master's degree in agriculture and food security at the University of Waterloo, and she has spent the last few years studying and working with various environmental and food security groups across Canada, France, and New Zealand. Please join me in welcoming Émilie Mann to the podium. Thank you, Ellen, and thank you so much to the organizers who had me here for this symposium. As I'm about to show you, Nunavik's quite off the beaten path, so we're very excited to present our work to such an engaged and global audience. So I want to start by giving a bit of context, specifically to our location. So in this map, in the bottom right corner is Quebec City, and in the top left in red is Nunavik. So we're 200 kilometers north of the Arctic Circle. This means that we're in a region with permafrost, so for most of the year, below a certain level, the ground is permanently frozen. It's a beautiful community along the Mackenzie River. The snow does stay until June and returns now in September, so the growing season is quite short. We are also accessible by plane and also road. However, the road is cut off at certain times of year based on the ice breakup along the river and closure of ferries. So access to the community is difficult, and as such, access to local produce and fresh produce is difficult. So in 1997, the hockey arena in town was moved to a new facility, which left the old hockey arena vacant. So a group of community members decided to turn that space into a community greenhouse. So now the greenhouse is run by the Community Garden Society of Nunavik, which is a not-for-profit group. We have one year-round executive director, myself the coordinator from March to October, anywhere between 1 to 4 summer students, and a volunteer-run board of directors. So today I'm going to go over some of our community-based food programs at the greenhouse and try to relate them to nutrition and climate change. So a quick overview of some of our programs. This is a photo inside the greenhouse. It's quite a large space. We have over 150 community garden plots that are rented by families, individuals, as well as community groups like the daycare, the youth center, elders long-term care. We also have extended our work beyond the greenhouse walls to some outdoor gardens. And we sell our produce through the Veggie Box Share, as well as through the local Arctic market. And then on the education side of things, we offer garden skill workshops, cooking classes, and internships as of this year. One of our most exciting programs is new this year. It's the Arctic Community Greenhouse Coordinator Internship. So we were able to hire one coordinator from each of the 7 communities in our region, and they came for a 1-week training session in June, and just returned this past week for the second part. So the goal is to provide the tools and resources for the community coordinators to lead their own projects and return to their communities to implement it in a way that makes the most sense for them. We had great feedback from the participants this year, the 7 coordinators. One example was Alex in Fort McPherson. She invited all the grade 2 and 3 students to the greenhouse for their potato harvest, and they harvested over 100 pounds of potatoes and had a lot of fun. We also offer cooking classes. This year we partnered with the regional dietitian to provide a class on cooking with collard greens. So we provide information on the nutritional benefits of collard greens, as well as promoting the fact that they are a vegetable that grow really well both indoors
in the greenhouse as well as outdoors in Nunavik. In August, we offered a kids' day camp, and on one of those days, we had a garden-to-table pizza cooking class. The kids made the pizza from scratch. At first, they just wanted cheese and pepperoni on their pizza, but once they actually went on a quest in the garden to search out their own vegetable toppings, they were pretty excited to put things like beet greens and other veggies that are in the garden. Food preservation is also something that we really promote and provide education on. So this year, this month specifically, we had a food preservation workshop series, now that it's the end of the growing season. I hosted a workshop on sauerkraut. We also did vegetable dehydration, jam making with locally collected berries, and in October we're doing a cheese making demonstration. In the past, we've also led courses on canning fish and meat as well. So one of the reasons we try to promote this is that the growing season in Nunavik is pretty short. In the greenhouse, we have from about May to September. But we want to try and prolong the period of time that people in Nunavik have access to healthy foods. So we do food preservation for this reason. And it's a lot of fun. Garden skills workshops. So this is a list of some of the workshops we offer throughout the season. Some of our members have been growing with us for 20 years since the greenhouse opened, but others are new and aren't necessarily comfortable with growing. So we want to make sure that we offer them the tools to feel comfortable and be able to learn from their experience and be able to grow some of their own food. Seed saving is often practiced at the greenhouse. This year we designated 2 plots specifically for seed saving. We partnered also with Aurora Research Institute, which is the local research facility in Nunavik, to be able to discuss seed saving of native plant species alongside our cultivated species inside. So one of the reasons that we do this is that there are no seed companies that develop seeds in our growing climate. So it's important for us to be able to adapt seeds to our growing climate, especially in a time of rapid climate change. And while I am noting climate change, something else that we've done this year is expanded our compost bins out back. So there's no recycling in Nunavik, and all the waste ends up in the landfill. So we're trying to address this by offering more options for compost. The last program I want to talk about is our Veggie Box Share. So this is our version of community-supported agriculture. For 12 weeks of the year, from June to September, we have pre-sold boxes worth about $35 of vegetables, and we had about 15 members each week who picked up a box. In this slide, you can see the bottom 2 photos are 2 examples of our veggie boxes for 2 different weeks. So we provide vegetables, but we also sometimes include polar eggs, which are the only commercially available eggs in the Northwest Territories. And we also make different homemade preserves and include that in the veggie boxes. As I've already mentioned, it's quite difficult to get good fresh produce. Something like this that you see in this picture is very hard to come by in the grocery store. A lot of the food in the grocery store is wilted, is about to start rotting, and is quite expensive. So people who buy into our Veggie Box program are really happy to have this option, and we have a lot of people who are not part of it yet and who want to buy in, so we're going to keep expanding this. And then anything that is not included in our veggie box goes toward market sales. So at the greenhouse, I've really focused on what we do with our food programming, but it's also more than that. It's a community space, so we offer all sorts of options for having gatherings and events at the greenhouse, and one of the ones that we started this year is hosting Arctic Market.
So every Tuesday night, we sold our produce, and we are also joined by other vendors from the community who sold traditional crafts, reindeer soup, and all sorts of different items. And then we're also going to be selling our preserves at the November Christmas market. It's the end of the growing season now, but we still have quite a few green tomatoes on the vines. So again, we don't want to waste any of that, and we want to make sure that it can be used into the winter. So we'll be making green tomato chutney. And I also want to use this space to mention something that Ellen has already brought up, but at the greenhouse, we focus on vegetable, and we are getting into chickens, but we focus on produce, and that's only one small part of Northern Food Systems. So I want to acknowledge all the great work that's going on in the Northwest Territories with hunting and fishing and gathering and all the on-the-land programs that are so important. That's not our focus, so I am not getting into it, but it's an important thing to recognize. So we really value making connections. I've put all our social media on this screen, so please connect with us. We are on every social media platform. And please feel free to ask me questions afterwards, and I can take 2 questions now. Bonjour, félicitations pour votre belle-sœur. Je me demandais s'il y avait... Attends, je veux être certain que je comprends. Sorry, I could speak in English too. Okay. I was wondering if there was any sharing knowledge between Canadian indigenous communities from like the seeds that are being used in an approach that would save the southern seeds and share knowledge between indigenous communities, as we've seen with the lady that came yesterday and talked about the seed saving that they do in the southern Canada. It would be interesting to see if there's a possible integration of that indigenous knowledge between indigenous communities. Mm-hmm. Yeah, you're right. Right now, a lot of our seeds we get from West Coast Seeds, which is an ecological seed producer in British Columbia. We haven't specifically sourced, at least not in recent years, from Indigenous seed groups. But it is a great thought, and I was speaking with Terry Lynn yesterday, and she also raised the point of looking into different potato varieties beyond the white potatoes. So I think that's a really good point. And as we're looking towards next year, I think it's something that we should look into. Bonjour, et merci beaucoup pour la présentation. En attendant, Julien Mallard de l'Université McGill. OK. C'est bon? Non, pardon. OK. D'accord. Donc, bon, j'ai jamais été dans ce genre de communauté-là, j'ai jamais été actuellement au nord de Québec, mais ce que je comprends des systèmes, on est passé là-bas d'un système de nourriture traditionnelle, plus basé sur la viande, à un système de nourriture processée des supermarchés qui cause des problèmes de santé. Et maintenant, on veut retourner vers un système de nourriture fraîche, mais non traditionnelle, plus de la nourriture du sud du Canada. Et je voulais vous demander si vous avez une raison pour faire ce changement-là, pour retourner vers, disons, fruits et légumes et pas vers les nourritures plus traditionnelles. C'est ce que la communauté en pense ou si c'est une décision qui a été prise avec les communautés-là? So Nunavik, each community in the north is quite unique. Nunavik was founded in 1953. So people from Aklavik, one of the nearby communities, were relocated to Nunavik as Aklavik was flooding. And so pretty much ever since Nunavik was founded, there's been, right now, I think the indigenous population in Nunavik is about 60%, and then 40% non-indigenous. So specifically to Nunavik, the population does have mixed interests in types of foods. And
traditional foods are available to beneficiaries. So in Nunavik specifically, there is a very mixed diet. More broadly speaking, I don't know if I can get into it in too much depth, but I don't know if I can feel comfortable giving a broad overview of why traditional foods have become less of the staple foods in the north. There's been all sorts of changes that have led to that. It's still very important, though. Traditional foods are still eaten by many people in the north. Okay. Thank you very much, Emily, for another very, very inspiring presentation. Donc, là, on va enchaîner avec une présentation par Benjamin Laramée et Émilie Nollet. Donc, Benjamin est un étudiant au doctorat en aquaponie à l'Université Laval, président d'Agrocité et directeur scientifique d'écosystèmes alimentaires urbains, EO. Il a mené à la maîtrise des recherches sur l'élevage intensif des percidés, famille de poissons comprenant notamment le doré et la perche chaude, dans les systèmes en récirculation. Il poursuit actuellement un doctorat sur le rôle de la microflore chez les plantes cultivées dans les systèmes aquaponiques. Par ses recherches, ses implications et son travail, Benjamin optimise l'efficience des productions alimentaires en milieu urbain en misant sur l'aquaponie. Benjamin accorde également une grande importance à la réduction des impacts environnementaux de ses productions. Pour s'inspirer, il se base sur ce qu'il observe dans la nature où le concept de déchets n'existe pas. Comme il le dit, dans la nature, le concept de déchets n'existe pas. Les déchets d'un organisme sont la ressource d'un autre organisme. Émilie Nollet, quant à elle, est cofondatrice et co-PDG de EO. Elle complète présentement un doctorat en administration des affaires en options management et elle s'intéresse à la démocratisation d'une alimentation saine et culturellement appropriée à travers la mise sur pied d'organisations en éco-alimentation. Elle s'intéresse également à la question de la décolonisation de l'entrepreneuriat ainsi qu'au pan social de l'économie circulaire et elle met en pratique les résultats de ses recherches au cœur même d'EO. Please join me in welcoming Benjamin and Emily to the podium pour nous présenter leur projet. Allô? Bonjour, oui, je suis un peu hyperactif, fait que je ne suis pas capable de rester en arrière du lutrin, donc je vais me promener un petit peu d'un bord et de l'autre. Je suis vraiment content d'être ici avec vous ce matin, honnêtement. Je vais avoir 10 minutes environ pour vous parler d'une technologie sur laquelle je travaille depuis 8 ans, à ma façon, soit à la maison, soit à travers mes recherches. J'ai travaillé des heures incroyables là-dessus, fait que je suis vraiment content de pouvoir vous faire une petite introduction sur cette technologie-là. Qui, honnêtement, représente un potentiel incroyable pour répondre aux différents enjeux environnementaux et sociaux qu'on voit dans le monde, mais plus spécifiquement aussi dans les communautés nordiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser ma collègue et amie, Émilie Nollet, vous dresser un peu la table et mettre en contexte la situation. Je suis un peu moins hyperactive que Benjamin, donc je vais me contenter du lutrin. Les enjeux des communautés nordiques ont été présentés abondamment lors hier de l'atelier 3B et maintenant par mes collègues ici qui ont fait un travail fantastique. Donc, je vais passer par-dessus cette diapositive-là, mais toujours en mettant l'accent sur le fait que les solutions qui sont prônées doivent être culturellement adaptées. Elles doivent parvenir suite à un consensus, à des discussions avec les communautés. Et s'il y a de nouveaux éléments qui n'appartiennent pas nécessairement à la culture, qui émergent pour une raison ou une autre, il doit y avoir une éducation appropriée par rapport à ces éléments-là.
Vivre en ville a, dans le fond, parlé des piliers durables des villes et villages et des projets en éco-alimentation qui sont correctement implantés, donc avec les communautés, que ce ne soit pas du top-down, mais plutôt du bottom-up. Donc, on y va avec le grassroots, on y va avec vraiment la communication et une concertation. Ils ont le potentiel, dans le fond, d'avoir des bienfaits sur l'environnement, sur l'aménagement urbain des communautés. Elles peuvent multiplier les interactions sociales. Ces projets-là sont également bénéfiques au niveau de l'éducation. Ils contribuent aux loisirs. Ils peuvent aussi être vecteurs de développement économique de différentes communautés. Ils contribuent à la santé et, de manière très importante pour le colloque actuel, ils constituent une pierre à l'édifice de la sécurité alimentaire. Donc, ceux qui ne connaîtraient pas l'aquaponie, c'est la jonction de deux technologies de production alimentaire qui existent déjà, soit l'aquaculture et l'hydroponie. Donc, c'est la création d'une symbiose entre ces deux types de production alimentaire-là. L'aquaponie, c'est un cycle fermé. Dans le fond, c'est un écosystème alimentaire entièrement fermé qui commence avec un principal intrant, c'est-à-dire la nourriture de poissons. Donc, le cycle commence lorsqu'on nourrit les poissons. Les poissons, ensuite, vont croître, vont grandir, ils vont émettre des rejets dans l'eau, des rejets qui sont toxiques pour eux. Donc, on va envoyer ces rejets-là vers un biofiltre où il y a des micro-organismes qui vont convertir finalement ces rejets de poissons-là en nutriments assimilables pour les plantes. Donc, l'eau qui est enrichie par les déjections des poissons va se retrouver à être envoyée vers des bacs de culture de plantes hors sol en hydroponie. Et finalement, l'eau va assimiler ces nutriments-là et on va pouvoir retourner l'eau ainsi détoxifiée vers les poissons. Donc, c'est un système qui est fermé, comme je vous le répète, qui permet justement une utilisation vraiment beaucoup moindre de l'eau. On parle de 80% d'utilisation au moins que l'agriculture traditionnelle. Ensuite, étant donné qu'il y a plusieurs organismes vivants à l'intérieur de ça qui sont bénéfiques et pour un et pour l'autre, on n'utilisera pas de pesticides, de fongicides, etc. On arrive avec des cultures verticales à produire jusqu'à 10 fois plus de nourriture au pied carré. Et il n'y a virtuellement aucun rejet dans l'environnement puisqu'on est capable de revaloriser les déchets et des poissons ainsi que des plantes. Et tout ça 12 mois par année, ce qui est très intéressant. Ancestralement, il y a quelques dizaines d'années, on pensait que l'aquaponie fonctionnait seulement juste avec la production de laitue, avec du tilapia. Par contre, les récentes recherches démontrent qu'on peut produire jusqu'à, même, j'ai écrit 75, mais on parle de plusieurs centaines de variétés de plantes différentes. Dans les 8 dernières années, toutes les plantes que vous voyez là, je les ai toutes déjà testées. Certains avec plus de succès que d'autres. Mais il y a des arrimages très intéressants qu'on peut faire entre certaines espèces de poissons et certains cultivars. Ce qui en fait une technologie qui est tout à fait adaptable dans les conditions nordiques si, je le répète, on s'appuie sur les récentes recherches et les différents travaux et l'utilisation des nouvelles technologies. Un des avantages en aquaponie dans le Nord, c'est que, on réutilise la même eau, comme je vous le répète. Donc, lorsqu'on dépense de l'énergie pour réchauffer 1 litre d'eau, on la réutilise dans tout le cycle. Fait qu'il y a vraiment une économie d'énergie à faire à ce niveau-là. Puis encore, toujours dans un esprit de symbiose, les déchets des poissons, les poissons, comme tout animal, respirent, donc émettent du CO2. Ce CO2-là qui est absorbé par les plantes et vont émettre l'oxygène qui est nécessaire pour le bien-être des poissons. Fait qu'il y a une valorisation in situ du dioxyde de carbone dans des systèmes aquaponiques. Fait que ces deux éléments-là, la réutilisation de l'eau et de l'air, fait en sorte que vraiment une diminution des coûts énergétiques associés à l'aquaponie. Si on utilise des technologies d'éclairage à haute performance qui ont des spectres lumineux vraiment spécifiques pour les cultivars visés, ainsi que pour le stade de croissance visé, on arrive encore là à faire des économies d'énergie dans un endroit qui, comme vous le savez, est relativement peu ensoleillé. De plus, en aquaponie, les effluents aquacoles contiennent des micro-organismes qui vont faciliter l'assimilation de certains nutriments, un peu comme les mycorhizes dans le sol. En plus de ça, il y a d'autres micro-organismes qui, dans nos travaux récents,
ont démontré que ça engendre une phytoprotection, donc une résistance à certains pathogènes. Plus spécifiquement, EO s'est penché sur ces problématiques-là et on a, avec la collaboration finalement du laboratoire Vandenberg à l'Université Laval, ainsi que l'organisation sans but lucratif AgroCité, toujours à l'Université Laval, on est arrivé à concevoir, construire et opérer une ferme aquaponique dans un conteneur maritime en période hivernale, finalement sous une simulation d'un climat plus nordique. Et là, on entame récemment, bientôt, on va commencer notre 2e année de production en climat nordique. Ces conteneurs maritimes-là ont le potentiel de produire jusqu'à 900 plantes dans seulement 150 pieds carrés, là, ce qui est quand même minime. Donc, imaginez ce qu'on pourrait faire sur quelque chose de plus grande envergure, un 1000 pieds carrés, par exemple. Puis toujours dans ces petits conteneurs-là, on peut arriver à produire jusqu'à 200 kilos d'ombre chevalier, par exemple. EO est encore une entreprise en démarrage, une start-up ou, comme ça a été récemment traduit, une jeune pousse. Donc, en fait, en termes de projets qui ont déjà lieu dans le Nord, on n'en a pas encore. Par contre, on travaille déjà avec des communautés pour faire les premières marches, les premiers pas pour des projets. Et on travaille notamment avec une communauté autochtone aussi du Sud, où il y a 2 jeunes femmes extrêmement dynamiques qui nous ont demandé « Est-ce qu'on peut démarrer une école d'aquaponie spécialement pour les communautés autochtones? » Parce que les jeunes autochtones veulent se transmettre le savoir entre eux. Alors nous, ce qu'on devient, c'est on devient une forme de facilitateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éduquer les formateurs, puis transformer une technologie qui ne va pas nécessairement de soi. Ben, jamais, ça fait 8 ans qu'ils travaillent dessus. On la facilite, on la transforme en une technologie conviviale pour que le transfert des connaissances puisse être fait de manière adaptée d'un autochtone à un autre. Puis en même temps, dimanche soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, je parlais de mortier sociétal dans l'alimentation. Ben, quand des jeunes de différentes communautés peuvent communiquer entre eux, c'est d'autant plus idéal. Puis avec toute cette variété de possibilités-là dans la production aquaponique, ça permet aux communautés de choisir elles-mêmes ce qu'elles désirent. Et en plus, l'aquaponie peut devenir un vecteur de développement économique, comme je mentionnais tout à l'heure. Chaque ferme peut produire jusqu'à environ 15 emplois. Et le but, ce soit qu'on n'ait pas à faire venir des gens du Sud vers le Nord, mais vraiment qu'on puisse donner la formation, notamment à travers les jeunes des communautés qui vont se transmettre en eux les connaissances aquaponiques. Et la production des aliments crée d'autres emplois en parallèle, que ce soit par la transformation, par le transport, par l'éducation, la sensibilisation au public, l'administration de la ferme en tant que telle. Donc, il y a tout un ensemble de bénéfices. Et EO, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on aide à coordonner tout ça, mais par la suite, avec les capteurs qu'on va laisser sur place, ça nous permet d'avoir des données en temps réel et de ne pas parachuter et abandonner une ferme. Au contraire, on est toujours là pour le soutien ponctuel. Et dans l'esprit de l'open source, les données qui nous parviennent, on les mâche, on les explique et on redonne l'information aux communautés pour améliorer encore plus la productivité d'année en année. Donc, merci beaucoup.